Bon, alors, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a encore un groupe de travail dans lequel se trouvent les différents partis qui composent le nouveau Front populaire, qui discutent le chiffrage du programme. Alors, vous savez, c'est à nous qu'on demande des chiffres précis. Déjà, je vous fais une première remarque, personne ne demande rien à Macron, ni à Bardella. Mais à nous, oui, il faut au centime près, qu'on dise ce que ça coûte et comment on va faire. Alors évidemment, est sorti le vieux refrain. Les plus jeunes ne le savent pas, mais à toutes les élections, depuis qu'il y a des élections, à chaque fois que la gauche arrive, eh bien, on lui dit, votre programme, c'est la ruine, vous voulez trop payer les ouvriers, vous voulez trop de vacances, vous voulez, bref, avec nous, c'est la ruine. Cette fois-ci, ils ont une difficulté, c'est que la ruine, c'est eux, et que tout le monde le sait. Je veux dire, tout le monde sait qu'il y a 3 000 milliards de dettes, et que M. Macron et son équipe, comme M. Bruno Le Maire et tous ces gens très importants, et qui font les très intelligents, eux, ils ont créé à eux tout seuls, sur ces 3 000 milliards total de toutes les dettes de la France, depuis que la France a des dettes, ils en ont créé à eux tout seuls 1000 milliards. 1000 milliards. Et des gens qui ont fait 1000 milliards de dettes viennent vous dire « Ah, vous avez prévu 100 milliards de dépenses supplémentaires ». Vous voyez qu'il y a une situation qui ferait rire si ce qui est en cause n'était pas aussi grave. De même, ces gens disent « Vous n'êtes pas précis ». Mais eux, ils ont présenté un budget de la nation dans lequel ils avaient prévu un déficit, et le déficit réel a été le double et presque le triple. Par conséquent, déjà les gens, quand vous les regardez, dites-vous qu'ils racontent n'importe quoi, qu'ils ne savent plus de quoi ils parlent. Ça, c'est le premier point que je voudrais vous dire. Maintenant, nous avons fait un projet. Dans le projet de budget, et je vous garantis que je regarde ça de près, parce que nous en sommes, moi j'ai fait 3 campagnes présidentielles. Donc à 3 reprises, j'ai été conduit à discuter de comment on ferait si on gagnait. Bien. On doit d'abord choisir, pour que vous compreniez bien la méthode, on doit dire sur combien de temps on prévoit son budget. Là, c'est une élection législative. Normalement, c'est pour 5 ans. Vous suivez? Un député, il est élu pour 5 ans. Donc, je pense moi qu'on doit présenter un projet sur 5 ans. Quitte à dire, bah, au bout d'1 an, ça fera ça, au bout de 2 ans, ça fera ça, au bout de 3 ans. Bon. Donc, on a un travail de chiffrage et on dit de séquençage. On fait des saisons, des périodes. Nous sommes en train de faire ça. Nous l'avons en main. Mais pour que je vous le présente en quelques mots, il faut que j'aille vite. Sur 5 ans, qu'est-ce que nous dépensons? Quelles sont les dépenses nouvelles? 200 milliards. Chouïa. Une virgule avec un petit plus ou un petit moins. Mais c'est plutôt un petit plus. C'est beaucoup, vous allez me dire. Oui, mais la bonne question à poser aussitôt, c'est combien vous faites rentrer? Quand vous dépensez 200, combien allons-nous faire rentrer? On verra après comment on fait rentrer. Eh bien, nous, sur 5 ans, nous faisons rentrer 237 milliards. Ce qui veut dire que nous dégageons non seulement de quoi payer les dépenses nouvelles, mais aussi de quoi commencer à rembourser la dette elle-même. Vous comprenez que, pour être honnête, quand on parle des dépenses, il faut aussi parler des recettes, c'est-à-dire l'argent qui rentre. Car quoi que vous fassiez, de toute façon, de l'argent rentre. Chaque fois que vous achetez quelque chose, vous payez de la TVA, c'est un impôt. Chaque fois que vous finissez l'année, bah, faut faire votre déclaration de revenus. Chaque fois que, enfin bref, les sociétés payent des impôts sur les sociétés, il y a toutes sortes d'impôts. Donc de toute façon, il y a des recettes. Les dépenses varient, les recettes aussi. Donc, nous, ce que nous avons prévu, qu'est-ce que ça représente? Quelle progression de la dépense publique ça représente? Ça représente 18% de dépenses supplémentaires. D'accord? Alors, comme tout ça, c'est des chiffres tellement importants, la plupart des gens ne se rendent pas bien compte. Mais il faut donc comparer. 18% de dépenses supplémentaires. Alors, dans le passé, qu'ont fait nos prédécesseurs? Eh bien, ils ont dépensé davantage. Monsieur Chirac, c'était 21% de dépenses publiques supplémentaires. Monsieur Sarkozy, c'était 15%. L'actuel président des États-Unis, il a fait 27% de dépenses supplémentaires. Alors vous, vous dites, mais alors, s'ils ont dépensé tout ça, où c'est que c'est? Ben précisément, c'est la question. C'est que ça n'a pas été dépensé pour les mêmes. Pour les néolibéraux, ce qu'on appelle les néolibéraux, c'est un mot un peu pédant, Macron, auparavant M. Sarkozy, les gens qui appliquent une politique du libéralisme. Leur politique, ou M. Hollande à l'époque, c'est de dire la chose suivante. Il faut qu'on mette sur le marché des produits
qui coûte moins cher, comme ça les gens vont en acheter davantage, eux ils seront mieux, ça fera plus de ventes, donc ça fera plus de TVA et d'impôts, et comme il y aura plus de ventes, ça fera aussi plus de bénéfices pour les sociétés. Ces bénéfices vont être donnés aux actionnaires, les actionnaires sont des gens très intelligents, donc ils vont mettre cet argent quelque part où ça va produire à nouveau. Ok? Voilà, c'est ça le circuit. Ça s'appelle la politique de l'offre. Ok? Je résume, ça s'appelle la politique de l'offre. La clé de cette affaire, pour que ça marche et que ça tourne de mieux en mieux, il faut faire baisser un prix, le prix du travail. Pourquoi? Parce que c'est le travail qui crée la richesse. En une heure, mettons que vous produisiez 100 objets. Si je réduis votre salaire, eh ben forcément que chacun de ces objets va coûter moins cher de la part que vous avez perdue. Depuis que M. Macron est au pouvoir, la valeur, le pouvoir d'achat des salaires a baissé de 5%. Ça veut dire que, normalement, les produits qui ont été faits par les gens qui sont payés au total, je résume, 5% moins cher, normalement ils valent moins cher. Normalement, ça aurait dû réactiver le circuit. Une fois qu'ils ont fait ça, pour les impôts, ils disent, pour que ça marche mieux dans les entreprises, on baisse les impôts sur les actionnaires qui, eux, distribuent l'argent, et sur les entreprises qui, elles, décident les investissements. Comme il y aura beaucoup de sous, qu'il faut bien qu'ils en fassent quelque chose, ils vont les mettre dans l'investissement. Hurrah, on a trouvé la bonne formule. Si on investit dans des machines nouvelles, on va produire plus dans le même temps, donc on vendra plus, donc on aura plus de profits, et voilà la machine qui marche. Et dans les années 70, on disait, les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain qui seront les emplois d'après-demain. C'était la grande formule et ils rêvaient tous avec ça. Sauf que ça ne marche plus. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche plus? Que devient l'argent qui s'accumule au sommet et dont ils espéraient qu'il ruisselle? Vous savez, c'est le ruissellement. Il y a beaucoup d'argent en haut, alors ça redescend sur toute la société. C'est que là-haut, il se passe quelque chose de nouveau. Au lieu de mettre l'argent dans la production, d'acheter des machines, cet argent, il va dans la bulle financière. Et là-bas, miracle, c'est de l'argent qui n'arrête pas. On achète des actions, on les vend, on achète, on vend. Et dans ces opérations, il s'accumule un pognon monstrueux, des fortunes colossales. Vous pouvez avoir 18, 19, des fois 20% d'intérêt à ce type d'opération. Quand on a regardé combien de fois une action changeait de main, on a fait une découverte inouïe. La moyenne de vie de la possession d'une action d'une société, aujourd'hui, dans le monde, c'est 2 secondes. 2 secondes. Auparavant, c'était 6 mois. Et avant, c'était 5 ans. Vous voyez l'accélération? Bref, la masse de l'argent qui a été ramassée par des super profits, parce que le prix du travail a baissé, et parce que les impôts des entreprises et des actionnaires ont baissé, est partie en fumée dans la bulle financière. Comment je le sais qu'il est parti, qu'il n'est plus là? C'est pas dur. Je regarde s'il y a plus d'investissement qu'avant. Normalement, s'ils avaient plus de sous, ils se mettaient à acheter plus de machines. Non, c'est l'inverse. Autrement dit, les profits ont augmenté et les investissements ont baissé. Ça veut donc dire que cette méthode ne vaut rien. Et la preuve qu'elle ne vaut rien, c'est que ça fait 30 ans qu'ils appliquent la même méthode, que sans arrêt, ils viennent parler de la dette qui a trop augmenté et que c'est eux qui la créé la dette. Je vais maintenant vous montrer comment. Pourquoi font-ils, les Macron et compagnie, augmenter la dette? Parce qu'ils se disent, nous allons diminuer les impôts, pas les vôtres d'impôts, les impôts des actionnaires qui ont placé de l'argent, les impôts des entreprises, les impôts de ceux qui ont du bien. Alors, vous retirez des recettes, vous les retirez en espérant qu'elles reviennent après avoir fait le tour sous la forme de TVA sur des achats, etc. Pas d'achat, pas d'investissement, puisque les personnes qui accumulent cet argent, sont comme vous et moi, ils n'ont qu'une bouche, ils n'ont qu'un ventre, ils n'ont qu'un estomac, et ils peuvent conduire qu'une voiture à la fois. Pour prendre quelques exemples comme ça que je simplifie, mais tout le monde comprend ce que je veux dire. Ce n'est pas leurs besoins personnels qui vont guider leurs dépenses, c'est la volonté de placer mieux leur argent pour qu'ils aient plein d'argent, qu'ils placeront mieux encore dans la bulle financière. Par conséquent, eux, quand ils retirent de l'impôt, ils créent un trou, parce que la recette derrière ne vient pas. Un trou, c'est un déficit. Un déficit égale un emprunt. La dette, c'est eux qui la créent comme ça. Et ce n'est pas tout ce qu'ils créent. Comme il y a moins de recettes, 1, ils font de l'emprunt, 2, ils coupent des services publics, ils arrêtent des voies de chemin de fer, tout ce qui vient de l'argent de l'État, de l'investissement de l'État.
La politique actuelle ne peut pas faire autre chose que des dettes et des destructions de services publics. Ce n'est pas que les dirigeants aiment les dettes, ce n'est pas qu'ils aiment détruire les services publics, c'est qu'ils pensent que c'est la manière la plus rapide de remettre en route un circuit vertueux. Et voilà comment M. Bruno Le Maire aura passé les 7 dernières années à faire ça. Couper des services publics et augmenter la dette. 1000 milliards de dettes de plus, des centaines de kilomètres de voies ferrées fermées, des dizaines d'hôpitaux fermés, des dizaines, des centaines d'écoles, de maternités, tout ça, vous l'avez sous les yeux. C'est le résultat de leur politique. Par conséquent, quand ils disent le programme du Front populaire, c'est la ruine c'est eux. Pas la ruine demain, la ruine tout de suite. Ils l'ont déjà faite. Et nous, comment on s'y prend? On augmente les recettes. C'est-à-dire qu'on va augmenter la part qu'on prend aux actionnaires quand ils reçoivent des dividendes, la part de la richesse qui s'accumule dans l'entreprise, quand il y en a. Bref, nous prélevons gros sur ceux qui gagnent gros et nous prélevons petit sur ceux qui gagnent petit. Facile à comprendre. Mais la différence est considérable. Dans notre budget, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui, au bout de la 5e année, en montant progressivement en puissance, dépensera 200 milliards de plus, c'est-à-dire une progression qui est à peine supérieure à celle qu'avait fait M. Sarkozy, à peine inférieure à celle de M. Chirac, cette progression, ces dépenses nouvelles, à 60%, c'est de la dépense sociale. Pour nous, il y a un état d'urgence sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a 9 millions de pauvres, qu'il y a 8 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qu'il y a des dizaines d'écoles où on va fermer des classes, qu'il y a des dizaines de kilomètres de voies ferrées qui ne seront pas renouvelées, etc., etc. Qu'il y a encore des dizaines de lits d'hôpitaux qui vont être supprimés, encore des maternités qui vont être fermées. Bref, que du service public va être réduit, donc on paye pour que ce soit le contraire. Mais regardez la différence. Si je donne 100 € à quelqu'un qui en possède 10 000, bah, il va peut-être les mettre de côté ou c'est de l'argent de poche. Mais si je vous donne à vous 100 €, qui êtes dans le rouge à partir du 10 du mois, c'est complètement différent parce que les 100 €, vous les prenez immédiatement, vous allez faire des courses pour que tout le monde puisse manger à sa faim, les 3 repas, au moins le dimanche, évidemment tous les jours de la semaine. Vous allez payer des factures sans lesquelles, si vous ne les payez pas, vous allez être expulsé et vous trouvez en situation ingérable. Les 100 €, vous allez immédiatement les dépenser. Et cette dépense, elle va produire quelque chose. Mécaniquement, elle produit des rentrées d'argent pour l'État, par des impôts parfois injustes, comme la TVA. Mécaniquement, vous allez acheter quelque chose, vous paierez l'impôt sur la consommation, qui est la TVA. Par conséquent, sur ces 200 milliards, il y a une partie qui va revenir dans la caisse de l'État. Elle n'a pas été jetée dans le sable. Premier avantage. Les recettes de l'État vont donc augmenter. Deuxième avantage. Si vous aviez arrêté de consommer ceci ou cela, des choses essentielles de votre existence, hein, je ne vous parle pas d'autre chose. Si vous aviez arrêté de le consommer, comme vous allez vous remettre à le consommer, bah, celui qui le produit va dire « Ah ben tiens, il y en a qui ils en demandent davantage, il faut produire davantage. » Donc vous allez faire tourner davantage la machine économique. Est-ce qu'on sait de combien? Ouais, on sait. On appelle ça porte un grand nom, le coefficient multiplicateur. Alors, si vous mettez 1, qu'est-ce qui vous revient? 1, alors ça, comme je viens de vous le raconter, ça fait démarrer l'activité. Qu'est-ce qui vous revient? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit 1,3. Je vous donne 1 par vos achats, vous allez produire, simplement par vos achats, 1,3 d'activité supplémentaire. Par conséquent, on a le devoir de s'interroger sur l'impact de ces deux politiques. Dans le premier cas, vous consommez de moins en moins, il y a de moins en moins de services publics, mais vous avez une poignée de gens qui s'enrichissent. Dans l'autre cas, tout le monde vit mieux, et c'est l'État et la collectivité qui s'enrichissent le plus. Voilà les deux concepts qui sont à l'œuvre. Leur concept a donné 3 000 milliards de dettes et la dislocation générale de l'État et des services publics. La nôtre redonnera de la vie au pays et changera la vie des gens, parce que les gens vont mal, je vous l'ai dit il y a un instant. Ce n'est donc pas sérieux quand on nous attaque en disant « vous faites 200 milliards de dépenses supplémentaires sur 5 ans », parce qu'on ne dit pas combien on fait rentrer. Je vous ai dit, sur 5 ans, on fait rentrer 237 milliards à la fin, donc il nous reste de l'argent
pour rembourser la dette ou pour faire d'autres choses productives. Ce n'est pas sérieux si on ne dit pas quelle progression de la dépense ça représente par rapport à celles qui ont été faites dans le passé, et ils font exprès de ne pas vous le dire, parce que s'ils vous disaient que les autres, c'est-à-dire Macron, Hollande, Sarkozy, pratiquaient ce système-là, que ça coûtait autant que vont coûter ce que nous allons faire, eh bien, ils seraient obligés de vous dire une chose très simple, c'est que ce n'est pas les mêmes qui en profitent. Dans notre cas, c'est le très grand nombre, et ça change complètement leur vie. Il y a un autre sujet qui vient tout le temps pour faire peur, c'est l'augmentation du SMIC. Alors là, mes amis, depuis que je milite, et ça fait un moment, c'est tout le temps la même musique. Chaque fois qu'on parle d'augmenter le SMIC, on nous dit « ça va ruiner l'économie, ça va détruire les emplois ». Alors, le gars ou la fille qui est au SMIC, ça lui fait peur, c'est normal, parce qu'il a que ça paye pour vivre. Pourquoi ça va détruire de l'emploi? Expliquez-nous. Ben parce que ça va délocaliser. Ah, oui, parce que on va trouver des gens qui travaillent pour moins cher ailleurs. Bon, ben pas de bol, c'est pas vrai. Parce que les secteurs de la production qui sont, comme on dit, sur le marché mondial, par exemple, vous faites de la sidérurgie, c'est clair que c'est pas pour vous l'acier que vous produisez. Vous faites de la chimie, c'est pareil, les produits, c'est pas que pour votre pays. Le marché, il est forcément mondial, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'acier, il y a plein de gens qui ont besoin de produits chimiques, et tant mieux qu'on les produise, et on s'échange les marchandises. Hein. Les productions qui sont sur le marché mondial n'emploient pratiquement pas de personnes au SMIC. Si vous prenez la métallurgie, 3% des gens qui travaillent dans la métallurgie sont payés au SMIC. Dans la chimie, c'est à peine 5%. C'est-à-dire, c'est pas grand monde. Donc c'est pas cette différence-là qui va faire que le prix va exploser et que donc les concurrents vont emporter les marchés à la place de ceux qui comportent des ouvriers payés en France au tarif français. Donc c'est pas vrai. Alors où ils sont les smicards dans ce pays? On se pose la question. Ben, je vais vous dire. La restauration, l'aide à la personne, des métiers un peu répétitifs qui nécessitent du courage, de la patience, de la volonté. Mais cela, vous ne les délocalisez pas. Vous n'allez pas installer le restaurant à Hong Kong. Vous n'allez pas installer votre résidence de personnes âgées à Shanghai. C'est pas vrai. Donc, personne partira, aucun emploi ne partira. Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge. Les emplois payés au SMIC ne sont pas délocalisables. Mais on ne vous le dit jamais. Et d'ailleurs, 80% de ce que consomme un citoyen ou une citoyenne, enfin quelqu'un, en France, est français. La production, la consommation est à 80% française. Par conséquent, il n'est pas vrai que l'augmentation des petits salaires, le SMIC, va doper les achats et ruiner le commerce extérieur de la France. Ce qui est vrai, c'est que comme l'appareil industriel du pays a été détruit, il y a des tas de produits qu'il faut acheter à l'extérieur, à pas raconter d'histoire. Donc, on importe au prix que ça coûte. Voilà. Mais c'est pas vrai que ça va provoquer une véritable saignée. C'est un mensonge. Maintenant, voyons l'ultime argument. Le petit patron, il dit, écoutez, moi, vous me demandez une augmentation du SMIC, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est 15%. Je vous le dis à la blague, hein, c'est juste pour la blague. Si les salaires avaient augmenté comme les dividendes des capitalistes, c'est-à-dire la part qu'ils reçoivent pour les actions qu'ils ont placées, le salaire minimum, le SMIC, il serait à 5 000 € par mois, d'accord? Donc il y en a, ça les a pas trop dérangés de s'augmenter, et beaucoup, hein, pas un peu. Mais pour qu'ils s'augmentent beaucoup, il faut que vous soyez assez ballot pour les croire. Vous croyez que c'est très dangereux de vous augmenter, vous? Non, c'est pas vrai. C'est que la richesse qu'eux mettent dans leur poche, c'est vous qui la produisez. Et elle ne vous est pas payée. Elle ne nous est pas payée. Qu'est-ce que vous nous dites, monsieur Mélenchon? Je vous explique. Dans les années 80, le total de l'argent qu'on donnait aux actionnaires, c'est-à-dire les gens qui possèdent les entreprises et qui reçoivent des dividendes, le total, ça faisait l'équivalent de 4 jours de production. Pendant 4 jours, les gars, les filles ne le savaient pas, ils travaillaient pour produire des choses dont l'intégralité du prix serait donnée aux actionnaires. C'est une comparaison, hein, d'accord? 4 jours, dans les années 80. Et depuis que sont passés tous les grands artistes de la politique dite de l'offre, c'est-à-dire faire baisser les prix du salaire pour qu'on fasse baisser le prix des marchandises, grâce à quoi on va en vendre davantage, grâce à quoi tout le monde ira mieux, qui n'a pas marché et qui a donné 3 000 milliards de dettes dans ce pays, dont 1 000 milliards de la faute du seul M. Macron. Bref.
Depuis que cette politique s'est appliquée, les caisses se sont vidées, la dette a explosé, les services publics ont été détruits dans les écoles, les hôpitaux, etc., etc. Mais vous vous êtes fait presser comme des citrons. Aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, si en 1980, vous auriez travaillé 4 jours pour produire la valeur que vous donnez aux actionnaires, aujourd'hui, vous travaillez 45 jours. 45 jours pendant lesquels tout ce que vous produisez ira complètement et directement dans la poche des actionnaires. Alors le SMIC ne vide pas les caisses, le SMIC ne délocalise pas, mais le SMIC coûte une augmentation de 15%. Ça va, c'est pas la mort, mais 15%, c'est 15%. Comment le compenser? D'abord, on maintiendra le fait que jusqu'au SMIC, les salaires sont exemptés d'une partie des cotisations sociales. Donc ça bouge pas. Deuxièmement, dans les comptes de l'entreprise, quand ils vont faire la liste de tout ce qu'ils doivent donner, on doit donner des salaires, on doit donner ci, on doit donner là, les fournitures et tout. Fournitures, électricité, ça tombe bien, le programme prévoit qu'on bloque les prix. D'accord? Si on bloque le prix, vous verrez, si vous êtes dans une boulangerie, que l'augmentation de l'éventuel salarié au SMIC, elle est largement compensée par le fait que la facture d'électricité descend. Parce qu'elle va descendre mécaniquement, et en plus, elle sera bloquée. On la bloque là où elle est, et on la fait descendre progressivement, de plus de 15%, bien sûr. On va y arriver. En plus de ça, il y a un autre fait que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si on augmente le SMIC, vous allez dépenser plus. Et si vous dépensez plus, il faudra bien que quelqu'un fasse le travail. Qui c'est? La petite entreprise. Autrement dit, l'augmentation du SMIC, en général dans tout le pays, augmente l'activité qui remplit les carnets de commandes des petites entreprises où il y a des gens payés au SMIC. Voilà là aussi un circuit vertueux par la dépense, par les besoins. Donc nous disons, nous ne faisons pas une politique de l'offre, comme ils disent, avec la bouche remplie de ce mot. Nous faisons une politique qui correspond aux besoins des gens. Les gens ont besoin de manger, les gens ont besoin d'électricité, les gens ont besoin de pouvoir se déplacer, les gens ont besoin de soins, les gens ont besoin que les gosses soient éduqués à l'école, les gens ont besoin que les personnes âgées puissent être assistées, aidées dans leur vie. Donc on part des besoins. Et nous avons la formule qui permet, en répondant aux besoins, en améliorant la vie des gens, d'améliorer toute l'activité économique. Ne croyez pas ceux qui vous disent que c'est en rendant les gens malheureux qu'on réussira, en serrant les dents, à faire avancer l'économie. Ce n'est pas vrai. Et quand ils vous disent qu'il faut travailler davantage, ils ne vous disent pas qu'ils vont vous payer davantage. Et c'est là qu'est la grosse différence. Travailler davantage est le signe d'une économie molle et en déclin. Les pays qui travaillent le plus en Europe, je veux dire où il y a le plus grand nombre d'heures faites par salarié, c'est les pays qui sont les moins avancés économiquement. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le moins de machines, c'est là où il y a le moins d'éducation pour élever le niveau de qualification des travailleurs. C'est donc là où on produit des choses de moindre intérêt sur le plan du marché large européen. Vous voyez? Ne croyez pas les bobards qui vous sont racontés. Et je suis obligé de rajouter à la fin, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde. C'est pas de faire travailler chacun plus, c'est d'être plus nombreux pour travailler chacun moins. Mais mieux. Voilà. Les formules dans lesquelles est la pensée qui tourne autour de l'augmentation du SMIC. Le SMIC augmenté remplit le carnet de commandes, a lieu en même temps qu'un blocage des prix de base des entreprises qui embauchent les personnes dont elles vont augmenter le SMIC. Et s'il y a une différence, nous ne sommes pas fous. Nous saurons inventer le mécanisme d'aide qui permette aux petites entreprises de faire face, parce que nous n'avons aucun intérêt à ce qu'elles ferment ou qu'elles se portent mal. Et de l'argent, il y en a. Mais l'argent qui est donné aux entreprises aujourd'hui profite surtout aux très grandes multinationales. Les petites entreprises payent plus d'impôts que les très grandes fortunes des patrimoines des grandes entreprises. Vous voyez, la justice sociale, la justice fiscale remplit les caisses, améliore la vie, augmente les performances de l'économie. La politique de l'offre vide les caisses, crée des dettes, détruit le service public et rend tout le monde malheureux. Le prix du malheur, ça existe et il ne le compte jamais. Le prix du malheur, c'est les gens qui sont victimes de la malbouffe. C'est l'épidémie d'obésité à cause de ce qu'on mange. Pas parce que les gens mangent trop, parce que ce qu'ils mangent
est pas bon pour eux. C'est l'épidémie de diabète, c'est les maladies de toutes sortes. Et ça coûte. Ça coûte la totalité du budget de l'assurance maladie. C'est quand même pas rien chaque année. Alors, est-ce que le bon sens ne consisterait pas à dire « Trouvons le moyen de faire reculer les dépenses de la sécurité sociale, non pas en supprimant des soins, mais en supprimant des causes de maladie ?» Et si il y a les causes de maladie sont vaincues, la maladie aussi, et donc les dépenses de maladie. Voilà la logique que je voulais vous présenter à propos du SMIC sur le sens général de ce que veut dire une économie qui part des besoins.